ce qui est incroyable, c'est qu'on doit juger un arbre à son fruit. Donc les États-Unis, on a cette image en Europe de l'Ouest et ailleurs dans le monde des États-Unis qui apportent la démocratie, qui apportent la paix. Et ça, c'est véhiculé, cette image est véhiculée par les médias, par le cinéma, par la musique. Et pour autant, quand vous grattez un petit peu et que vous regardez les faits, ce n'est pas très compliqué de vous demander où est la paix entre les peuples, le respect des droits de l'homme au Vietnam, en Corée, en Irak, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que ce pays non seulement prêche, on va dire, des belles paroles, mais ne les pratique pas, mais ce n'est jamais relevé. Si en Yougoslavie, la Serbie, où Milosevic avait fait mais le 10e de ce que les Américains ont réellement fait, mais on en parlerait encore aujourd'hui. L'exemple de Vladimir Poutine est pareil, c'est le même. Pourquoi est-ce que personne n'ose dire la vérité sur les actions réelles des États-Unis? Les Américains, je vous conseille un très très bon livre de William Bloom, alors je ne sais pas comment il a été traduit en français, mais qui s'appelle Killing Hope, où il retrace toutes les guerres et les ingérences américaines dans le monde, mais c'est faramineux. Il n'y a quasiment pas un pays qui n'a pas été touché par une campagne de subversion, par une révolution de couleur, par des assassinats. Enfin, tout cela est documenté. Et ce qui est extrêmement amusant, et je l'ai vu quand j'ai écrit ce livre, c'est que les Américains ne s'en cachent pas. On parlait de l'Empire américain. Alors certains vont dire non, les Américains, ce n'est pas un empire, les États-Unis, ce ne sont pas un empire. George Washington, le premier président américain, lui-même dit nous sommes un empire naissant. Le deuxième président américain, John Adams, dit l'Amérique, par ses vertus pures, vertueuses et civilisatrices, régneront pour toujours et domineront le monde. C'est le deuxième président américain. D'accord? Donc du coup, eux ne s'en cachent pas. Et toutes les informations sur justement ces affaires d'ingérence, d'occupation de guerre, les Américains les publient sur leur propre site. Et si vous n'avez pas trop peur et que vous allez sur le site de la CIA, ils montrent ces informations. Ils disent oui, c'est vrai, on parlait de Lumumba tout à l'heure au Congo, c'est vrai, on a essayé de l'assassiner. Ils montrent les documents où il y a l'ordre qui dit, bon, ouais, il faut, alors ils disent pas assassiner, ils disent il faut, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, il faut régler le problème Lumumba. Voilà, donc du coup, voilà. Mais ils ne s'en cachent pas. Donc du coup, ils sont capables de faire ça et ils sont en train de construire cet empire. Et nous, en même temps, nous avons une image tout autre, pour plusieurs raisons. La campagne de communication, la propagande, comme nous en avons parlé tout à l'heure, et parce que malheureusement aussi, tout a été fait dans nos sociétés occidentales, en tout cas, pour qu'on n'étudie pas l'histoire, pour qu'on n'étudie pas la géopolitique. Moi, je suis toujours étonné quand je vois le niveau de géopolitique de mes grands-parents, qui était incroyable. Ils avaient beaucoup moins d'accès à l'information qu'on en a aujourd'hui. Ils connaissaient les capitales, ils avaient des noms des présidents, ils connaissaient les principaux caractéristiques des grands courants politiques, ils avaient cette connaissance de la chose politique qu'ils avaient, pour la plupart d'entre eux, appris à l'école. Aujourd'hui, même les présidents français disent qu'il ne faut plus apprendre Napoléon, il ne faut plus apprendre Louis XIV, il ne faut plus apprendre tout ça. Donc, il y en a un qui a dit, mais en tout cas, voilà, à partir du moment où on n'apprend pas l'histoire, on ne regarde pas la vérité, et qu'on est conditionné par des médias qui nous disent, qui résument la Deuxième Guerre mondiale à « il faut aller sauver le soldat Ryan », il est évident qu'on n'a pas le recul nécessaire pour se faire un jugement sur la réalité de cette situation. C'est pour ça que c'est une réalité, et c'est en ça que les Américains sont extrêmement forts, c'est qu'ils sont un empire qui ne dit pas son nom, et nous on le croit, parce qu'on ne fait pas l'effort pour aller le comprendre. Et le pire de tout cela, c'est que ces actions américaines, légales, illégales, dans le monde entier, concernent également la France. On en a parlé tout à l'heure, et on refuse de voir la réalité. Quand on parle des sous-marins australiens, les Américains disent « Non, les Français, vous ne vendez pas vos sous-marins aux Australiens, on va les vendre. Les Français voulaient vendre des Mistral aux Russes. Non, vous n'allez pas vendre vos Mistral aux Russes. » La BNP a des filiales qui font des transactions avec des pays qui sont sur une liste noire américaine, pas du tout sur une liste noire de l'ONU, pas du tout sur une liste noire française. La BNP avait le droit de faire des transactions, mais c'était sur une liste noire américaine. Les Américains disent « Ah, vous pouvez pas, vous avez utilisé le dollar, ok. » C'est même pas par un juge, ils passent pas par un juge, ils passent par le Trésor, ils passent par le département de la justice américaine en direct, qui disent « Bon, ça, ils sortent la calculette, ça fait 9 milliards de dollars d'amende, c'est gigantesque. » Et il n'y a pas que la BNP, il y a le Crédit Agricole, la Société Générale, Siemens, beaucoup de sociétés. Enfin, quand un homme
en costard arrive dans un magasin et qui dit « Vous devez me donner un peu d'argent pour que j'assure votre sécurité », c'est la mafia. Ce sont des méthodes de mafieux. Ce sont de véritables méthodes de mafieux, mais on ne dit rien. Parce qu'on a peur des répercussions. On a peur de se lever et de dire « Mais attendez, on va refuser de payer 9 milliards ». La BNP, j'imagine, normalement, le président de la BNP va voir le président et qui dit « Mais attendez, défendez-moi, faites quelque chose ». Et, non, moi je peux rien faire, de toute manière, mon téléphone est sur écoute. Donc du coup, si j'avais envie de... C'est un peu dangereux pour moi, donc s'il te plaît, quitte mon bureau, parce que du coup, c'est pas bon pour moi. Ce sont les méthodes réelles, et ce n'est pas d'un film d'espionnage, autant dire ça. Ce sont des éléments qui sont faciles, auxquels on a accès facilement, qu'eux-mêmes montrent, qui sont connus de tout le monde, mais qu'on ne rappelle pas parce qu'on a la volonté de donner une bonne image aux États-Unis. Et ça c'est de l'autocritique qu'on peut se faire nous-mêmes, c'est qu'on vit dans une illusion. L'OTAN n'a plus du tout de raison d'exister et s'est transformée d'une organisation de défense, notamment contre l'invasion supposée soviétique, en une organisation d'attaque. Et on l'a vu notamment au Kosovo, en Yougoslavie, dans les années 90. Qui est-ce qui détruit? C'est un État qui a été détruit quand même, on ne le rappelle pas aujourd'hui, je pense que c'est important de le rappeler. La Yougoslavie, qui était un État souverain signataire des accords d'Helsinki, est détruit parce que les Américains n'arrivaient pas à soumettre le gouvernement en place à l'époque et a préféré morceler un pays sur des lignes ethniques, sur une partie de clivage qui pouvait être réelle mais qui pouvait être réglée par une autre manière que par la guerre. C'est l'OTAN qui est intervenue et qui a posé des bases en ex-Yougoslavie. Elle avait besoin de ça, en effet, pour rappeler, pour se donner une justification. C'était le 50e anniversaire, fin de la guerre froide. Quelle est la justification de l'OTAN ? C'est le temps d'une nouvelle architecture de la paix, de la défense en Europe. Au lieu de ça, ils ont profité de la situation pour ramener la guerre en Europe. Et c'est l'OTAN qui a fait ça, et ils sont en train de le refaire de nouveau aujourd'hui. On pourrait se demander quelle est la justification de l'OTAN. Eh bien, cette situation en Ukraine, suscitée par l'OTAN, quand l'OTAN avait dit au Congrès de Bucarest que l'Ukraine pouvait souscrire à l'OTAN, rentrer dans l'OTAN, que c'était à prévoir. Évidemment, en disant cela, en organisant cela, cela allait provoquer l'hydre de la Russie. Et donc, du coup, il y avait un parcours qui était tracé dans le temps pour une confrontation. Les grands experts de politique internationale comme Mersheimer, même les économistes comme Michael Hudson, disent que c'était évident qu'en faisant cela, nous allions rentrer en guerre. Et ça, on le sait depuis 2008, même bien avant, depuis 1991 et la chute de l'URSS. C'est le projet des Américains. Si on regarde, il y a un document qui est assez intéressant du sous-secrétaire d'État américain à la fin des années 90 qui s'appelle Wolfowitz, qui a fuité dans le New York Times. Donc c'est toujours intéressant ces fuites de savoir à qui ça sert. Mais lui dit directement, comme le dit Brzezinski, il ne faut plus qu'il y ait une puissance importante, concurrente des États-Unis, qui naisse sur les décombres de l'URSS. Donc ce qu'ils appellent l'Eurasie, si vous voulez. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrents. Hein. Donc, du concurrent, et comme si on prend, comment s'appelle-t-il, Elliot Cohen, qui est également un professeur néoconservateur américain qui enseigne à Johns Hopkins, ils disent, nous, l'idéologie, c'est pas notre problème. Il a dit même, il dit à un moment, j'ai un peu cru, mais le nazisme, le communisme, c'était pas notre truc. Nous, ce qu'on voulait, c'est on voulait pas un concurrent qui ait la mainmise sur le centre de l'Europe à l'époque. Et nous, demain, on veut pas qu'il y ait un concurrent de nouveau en Eurasie, parce que du coup, ça fera du mal à l'économie américaine, à la domination américaine, à la politique américaine. Cette situation en Ukraine qui a été suscitée par les penseurs de Washington vient à point nommé pour relancer, pour redynamiser l'OTAN. Et le paradoxe, c'est que quand Macron a été élu la première fois, il parlait, lui, d'une défense européenne, sous-entendue, séparée, indépendante des États-Unis. Mais ce n'était pas possible, parce que dans la constitution elle-même de l'Union européenne aujourd'hui, eh bien, on travaille d'abord avec l'OTAN. Nous sommes des pays atlantistes. Même les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN ont signé une constitution ou ont mis en place une constitution qui reconnaît que nous sommes alignés sur l'OTAN. Donc du coup, l'OTAN n'a en effet pas de raison d'être, si ce n'est pour défendre les intérêts des États-Unis. Ils ne pourraient pas réussir ce qu'ils font sans notre complaisance. Donc ça, c'est évident. Ils ne forcent pas, ils sont capables de mettre le couteau sur la gorge, ils l'ont déjà montré, ils sont capables d'appuyer, ils l'ont déjà montré, mais la plupart de leurs coups, ils les réussissent, soit par l'intimidation, soit parce qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm de nos élites qui, à force de croire que les États-Unis vont nous sauver, les États-Unis veulent nous bien,
que les Américains ont fait le travail pour bien identifier qui était pro-américain, qui n'était pas, de les faire entrer dans différents clubs, d'associations, etc., que à la fin, quand vous êtes jeune banquier et qu'on vous dit, voilà, si tu nous aides à récupérer la maintenance des centrales nucléaires françaises, peut-être que nous, on a des soutiens, on a de l'aide, on a une diplomatie qui est très forte, on a des bons réseaux, on pourrait t'aider dans ta carrière ou autre chose. Je prends ça comme un exemple, mais c'est constant dans l'histoire récente. Et l'économie française est démantelée par une partie par des sociétés américaines. L'économie française, elle est aussi à plat à cause des politiques françaises qui n'ont pas du tout besoin d'aide américaine pour qu'elle s'écroule. Donc du coup, mais les Américains en profitent. Et pensez juste, réfléchissez, regardez ce qui se passe dans l'industrie de l'armement dont on vient de parler, qui est une des industries fortes de l'économie française. Les soldats français se battent maintenant avec des armes allemandes. Bon, il y a toute la liste qui vient d'être citée sur le démantèlement de l'industrie militaire française. Où est le Microsoft français? Où est le iPhone français? Où est le Facebook français? Tous ces outils que nous sommes en train d'utiliser, qui sont dans nos vies de tous les jours, qui sont indispensables, où sont les concurrents français? Voire même européens? Il n'y en a pas. Brzezinski, dans ce fameux livre, que je vous invite vraiment tous à lire, dans le Grand Échiquier, dit très clairement, l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Et quand on a des bonnes idées comme J'aime plus, ou bien les Américains, ils arrivent et ils ont la possibilité de lever des fonds incroyables avec des fonds d'investissement qui sont de mèche avec l'État profond américain, avec les services de renseignement, et qui sont capables d'identifier ces petites pépites. C'est-à-dire que même quand nous avons de très bonnes idées, des sociétés étrangères arrivent, les récupèrent, et à aucun moment l'État, et pourtant c'est ce qu'avait fait Arnaud de Montebourg, il avait essayé, en vain, certainement trop tard, de défendre une industrie comme Alstom, parce qu'elle était stratégique. Les centrales nucléaires, c'est juste ce qui apporte de l'énergie en France. 70% de notre énergie provient du nucléaire, et ça, donc c'est fondamental. Plus d'énergie, la société s'écroule très rapidement. On n'a pas été capable de le défendre. Alors je ne vous parle pas de ces petites pépites, de ces petites sociétés qui ont des idées extraordinaires au niveau technologie, dans la médecine, dans l'armement, dans l'agriculture. Des sociétés étrangères ou à capital américain arrivent, les identifient, les récupèrent. Alors, tout n'est pas racheté par les Américains, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils savent le faire, ils le font très très bien, et nous ne sommes pas capables, et je reviens à votre action-là, à défendre nos propres intérêts en disant « ça c'est français » ou à l'arrière « ça c'est européen ». Mais on ne veut pas céder cette partie de cette technologie-là parce que c'est contraire à nos intérêts, parce qu'à partir du moment où un État étranger, quel qu'il soit, contrôle votre énergie, vous êtes dépendant. D'où Brzezinski, l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Oui, les États-Unis traversent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une très sale phase, une phase extrêmement difficile. Jamais est-ce que leur hégémonie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même je pense à l'époque de l'URSS, a été autant en danger qu'aujourd'hui. Tout d'abord, les États-Unis, les Américains sont divisés entre eux. Ce qui a fait la force des États-Unis, c'est que ça a vraiment été un creuset qui a été capable d'accueillir des personnes du monde entier et fabriquer des Américains, souvent sur des valeurs chrétiennes protestantes, mais que ça faisait un socle sur lequel les Américains pouvaient se retrouver, une identité, des valeurs en commun, et les Américains étaient capables d'aller se battre ou de se projeter n'importe où dans le monde parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient apporter la démocratie, les valeurs chrétiennes, les blabla, etc. C'est fini cette époque-là. Cette époque est terminée. Les Américains, il n'y a qu'à voir les dernières élections américaines pour se rendre compte que ce pays est en train de devenir une république bananière. Des morts qui votent, le comptage des voix qui s'arrête à minuit, qui reprend le lendemain matin, tous les médias dominants qui vont dans la même direction, ceux qui osent dire « Attendez, il y a quelque chose de bizarre qui se passe », on les traite de tous les noms imaginables pour les calomnier. C'est un pays qui est malade. Si vous regardez l'Américain des côtes Est ou Ouest et l'Américain qui est entre ces deux côtes-là, vous avez deux mondes qui se séparent avec tout cet esprit de cancel culture, d'esprit woke. Les Américains sont en train de se déchirer entre eux-mêmes, tout en exportant cette idéologie à l'extérieur, parce que du coup, quitte à tomber, ils ne vont pas tomber tout seuls. Mais du coup, ça, c'était un premier point de faiblesse, et qui, pour moi, est majeur. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à dominer le monde s'ils sont divisés contre eux-mêmes. Le deuxième point, ce qu'on disait, c'est qu'ils sont contrés. Là, aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en ex-Yougoslavie, ce qu'ils ont réussi à faire en Amérique du Sud, ce qu'ils ont réussi à faire en Afrique,
ils sont tombés sur un os en Europe avec ce sujet d'Ukraine, qui les sert à court terme. C'est sûr, parce que ça va permettre de relancer l'OTAN. Et j'y repense tout de suite. Macron avait quand même dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et là, tout d'un coup, il a ressuscité. Et c'est Biden qui l'a ressuscité. Donc, du coup, c'est comme ça, le truc est quand même le plus incroyable. Et donc ça, ils réussissent à ressusciter l'OTAN. Et puis, ils vont nous vendre leur gaz de schiste. Vous allez voir, ça va arriver très rapidement. C'est en train de se faire. Mais ils sont tombés sur un os. Et quand on regarde les sanctions, donc les Américains, en effet, Biden a fait le tour du monde pour essayer de rallier tout le monde à son panache américain, le Biden America is back. Aujourd'hui, quand on regarde les sanctions qui sont appliquées contre la Russie, vous avez, alors je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais à peu près plus de 80% des pays qui représentent plus de 80% des habitants de la planète qui n'appliquent pas de sanctions. Le Mexique, qui est frontalier des États-Unis, qui a peut-être le plus à risquer, n'applique pas de sanctions contre la Russie. Beaucoup de pays, l'Inde, le Pakistan, sont tout à fait d'accord pour ne pas appliquer des sanctions contre la Russie. Ça, c'est un clou important dans le cercueil de ce que pourrait être l'Empire américain. Parce qu'il y a une espèce... Alors évidemment, beaucoup de ces pays-là regardent de loin. Parce que la bagarre, elle est entre les États-Unis et la Russie en ce moment, quoi. Mais quand les Américains voient que derrière les Russes, il y a la Chine, qui est amenée à devenir une des premières puissances économiques mondiales, si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui, quand ils voient ça, quand ils voient le reste du monde, une bonne partie du monde, non atlantiste, ne pas appliquer des sanctions, c'est une défaite de la diplomatie américaine, c'est une défaite de la politique étrangère américaine. Il y a un troisième point aussi qui est très important, c'est que, j'en parle dans le livre, on ne se rend pas compte à quel point les Américains, avec les différentes institutions qu'ils ont mises en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN, le GATT, qui est devenu l'OMC, toutes ces institutions sont américaines. On parle le Fonds monétaire international, on pense que c'est une espèce d'association de pays libres. Non, le Fonds monétaire international, et le pouvoir revient à ceux qui ont le plus de parts. Les Américains, ils en ont 17%. Ils ne représentent pas 17% de la population mondiale. La Banque mondiale, c'est toujours un président américain. On ne sait pas ça parce qu'on n'apprend pas aux personnes ce qu'il y a derrière ces institutions-là. Ces institutions sont concurrencées aujourd'hui par des pays, notamment des BRICS, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne veulent pas de ces institutions qui ne sont pas des institutions objectives neutres mondiales, qui sont des institutions américaines. Entre autres, les Américains ont créé un outil incroyable pour asseoir leur hégémonie, entre autres à travers ces institutions, qui est le dollar. La part du dollar dans le commerce international ne cesse de diminuer.